14 juin 1974, 23h45, un appartement exigu au troisième étage d'un immeuble haussmannien de la rue des Martyrs, à Paris, où l'air stagnant porte l'odeur âcre du tabac froid et du café renversé sur une table encombrée de faux passeports et de microfilms enroulés comme des serpents endormis. Victor Lansky, alias Pierre Duval, l'agent illégal du KGB le plus abouti de la section française, fixe le cadran luminescent de sa montre Bulova, volée à un diplomate américain 2 ans plus tôt, chaque tic-tac résonnant comme un compte à rebours dans le silence oppressant de la pièce, où les ombres des voilages dansent sous le halo jaunâtre d'une lampe à abat-jour fendillée, et dehors, le grondement distant d'une Renault 4L qui ralentit trop longtemps sous sa fenêtre, forçant son pouls à s'accélérer, tandis qu'il retient son souffle, comptant les secondes, jusqu'à ce que le moteur redémarre dans un hoquet d'échappement. Mais la paranoïa s'infiltre déjà, car dans ce métier, une voiture qui s'attarde n'est jamais anodine. C'est le prélude à une filature, à un écho de pas dans l'escalier qui n'appartient à aucun voisin connu. Il allume une gauloise, aspire profondément, jusqu'à ce que la braise orange illumine son visage creusé par 7 années de légende parfaite. Pierre Duval, 42 ans, importateur de vin d'Alsace, veuf inconsolable, père d'une fille imaginaire dont les photos truquées ornent le buffet, et expire la fumée en volute lente qui monte vers le plafond craquelé, où une tache d'humidité ressemble à une carte de surveillance. Chaque recoin de cet appartement safe house scruté mentalement pour des micros invisibles, car la DST française, ces chiens de garde de la SDECE, aère ses soupçons comme un vin fin, et Victor sait que son réseau, la filière des boîtes aux lettres mortes dans les parcs de Vincennes, les broches passent au marché d'Aligre, tient sur un fil aussi ténu qu'une incohérence murmurée dans une conversation anodine. Minuit passé de 5 minutes, le téléphone sonne enfin. 2 tonalités courtes suivies d'un silence interminable qui étire l'attente en une éternité suffocante, et Victor décroche sans un mot, écoutant le souffle rauque de son contrôleur, codé en 3 chiffres. Le train de 22 heures a du retard. Vérifiez les horaires à la gare de Lyon demain à midi. Phrase anodine pour tout Parisien, mais ordre clair pour lui. Extraction de microfilm d'une boîte aux lettres sous le banc numéro 7, près des quais à quai, au relent de charbon et de sueur anonyme. Il raccroche, le combiné gluant de sueur froide dans sa paume, et se lève pour arpenter la pièce, pieds nus sur le parquet qui gémit sous son poids, chaque craquement amplifié dans l'obscurité, imaginant les voisins de palier, ces silhouettes floues derrière les portes blindées, qui pourraient être des indiques de la préfecture ou pire, des taupes doubles du MI6 recyclées par l'anglais. La nuit s'étire, il ne dort pas, allumant cigarette sur cigarette jusqu'à ce que le cendrier déborde de mégots noircis et à l'aube naissante, filtrant rose à travers les persiennes poussiéreuses, il prépare son costume gris impeccable, noue sa cravate rayée avec des gestes précis appris à l'école 101 du KGB à Yasenevo, vérifie le faux fond de sa mallette, où repose un Kodak Retina chargé de pellicules vierges pour photographier des documents volés chez un contact au Quai d'Orsay. Matinée du 15 juin, 9 heures précises, le métro ligne 12, station Pigalle, où l'air vicié par les relents d'égout et de parfums bon marché enveloppe la foule pressée, et Victor effectue sa surveillance de routine. Un premier arrêt brusque pour feindre un lacet d'effets, observant les reflets dans les vitrines des sex-shops, cherchant les échos de pas synchronisés, les regards qui s'attardent une seconde de trop. Personne, ou du moins il le croit, mais la paranoïa est une loupe qui agrandit les ombres, et il descend à Abbesse, escalier interminable où chaque marche amplifie le halètement des poumons pour émerger dans le soleil éblouissant de Montmartre, où il achète un pain au chocolat chez le boulanger du coin, écoutant les ragots matinaux sur la canicule à venir, stockant mentalement les détails pour sa légende. Pierre Duval aime les croissants feuilletés, pas les pains au raisin,
une nuance qui pourrait sauver ou damner une couverture. À 11 heures, il déambule rue Lepic, feignant d'inspecter les étals de fromage au marché, quand son regard accroche une femme en tailleur bleu, la trentaine, sac à main. Hermès trop neuf pour une employée de banque ordinaire. Est-ce une nouvelle surveillante de la brigade spéciale? Il accélère, tourne dans une ruelle, s'arrête net devant une vitrine de disques anciens. Et elle passe sans ralentir, mais le doute s'implante comme un ver, rongeant la certitude de sa perfection. Midi pile, gare de Lyon, hall des voyageurs bruissants du chaos organisé des annonces crachotées par les haut-parleurs. Échos métalliques qui masquent à peine le bourdonnement des conversations en arabe et en italien, et Victor s'assied sur le banc, numéro 7, mallette sur les genoux, attendant le signal. Un homme en imperméable beige qui tousse 3 fois, discret comme un code morse humain. Les minutes s'étirent, 10, 15. La sueur perle sous son col à mi-donné, tandis qu'il scanne la foule. Un couple qui s'embrasse trop longtemps sous l'horloge. Un vigile qui ajuste sa radio, statique crachotant comme un avertissement. 22 minutes, le signal arrive enfin. L'impair tousse, dépose un journal Le Monde plié en triangle sous le banc et s'éloigne vers les quais Trans-Europe Express. Victor attend encore 5 minutes interminables, comptant les battements de son cœur, puis ramasse le journal, sentant sous le papier la bosse dure du microfilm enroulée dans du scotch noir. Retour à l'appartement par un itinéraire serpentin. Bus 91, changement à Bastille, marche rapide rue du Faubourg Saint-Antoine, vérifiant 10 fois les queues de filature dans les reflets des vitrines, et à 14 heures, il développe le film dans la salle de bain transformée en labo clandestin. L'odeur âcre de l'acide chromique emplissant l'air confiné, révélant des plans d'un nouveau missile français, Pershing-like, destiné à Moscou via la filière de Bruxelles. Mais c'est le soir même, 19 heures, au supermarché Monoprix de la place de la République, que l'incohérence minuscule germe comme une graine empoisonnée. Victor, en Pierre Duval, pousse son caddie, chargé de conserves de cassoulet et de bouteilles de badois, pour maintenir la légende domestique, quand il engage la conversation avec la caissière. Une quinquagénaire nommée Madame Lefebvre, habituée de ses passages hebdomadaires, qui commente le match de foot de la veille. « Alors, monsieur Duval, vous avez vu l'OM écraser Saint-Étienne? Quel but de Djorkaeff en fin de match ?» Et là, dans l'euphorie anodine d'une queue qui avance au ralenti, sous les néons fluorescents qui bourdonnent comme des mouches piégées, Victor répond d'instinct, sa légende alsacienne l'emportant sur la vigilance. Magnifique. Oui, mais en Alsace, on préfère le Racing Club, rappelez-vous 1968, cette finale contre Lyon, où on a gagné 2-1 sur un pénalty litigieux. Madame Lefebvre fronce les sourcils, un éclat de doute dans ses yeux myopes. 1968? Mais, monsieur Duval, vous confondez, le Racing n'a pas joué de finale cette année-là. C'était Reims en 67 et Saint-Étienne en 70. Vous êtes alsacien, pourtant. Le mensonge est sorti, minuscule, anodin, un détail footballistique pour un expatrié supposé. Mais Victor sent le sol se dérober, sourit en bredouillant « Ah, la mémoire, avec l'âge !» paie en liquide, sort dans la cohue du boulevard Voltaire, où les klaxons et les fumées d'échappement noient son pouls affolé. Une incohérence, rien qu'une, mais dans le monde des services, c'est une fissure dans le béton armé d'une couverture. La nuit suivante, 16 juin, 2 heures du matin, Victor ne dort pas, allongé sur son lit défait, écoutant le tic-tac amplifié de l'horloge murale, imaginant les fils téléphoniques sectionnés par des pinces anonymes, les micros piégés dans les prises électriques. Paranoïa justifiée, car à cet instant précis, dans une salle obscure du 36 quai des Orfèvres, un analyste de la DST, lieutenant Moreau, feuillette un rapport anodin d'un indique civil. Madame Lefebvre, veuve d'un flic retraité, note chaque semaine les habitudes des clients réguliers
et ce Duval alsacien qui se trompe sur le foot alerte son flair aiguisé par 20 ans de traque aux communistes. Moreau relit le transcript. Racing Club 1968, finale contre Lyon. Faux sur toute la ligne. Vérifié pédigré. Il allume une camelle sans filtre, la fumée emplissant la pièce aux murs tapissés de photos d'espions démasqués. Blake, Lonsdale, les Cambridge Five, et ordonne une filature discrète. 2 équipes, voitures banalisées, Vespas pour les ruelles. Dès l'aube du 17 juin, Victor sent le filet se resserrer sans le savoir encore. À la boulangerie du coin, 7 heures, le pain frais craque sous ses doigts, tandis qu'il jette un œil par-dessus son épaule. Un homme en bleu de travail lit France Soir trop attentivement. Page des résultats sportifs ouverte à l'envers. Il accélère vers le métro, mais au lieu de sa routine habituelle, il improvise un SDR, Surveillance Detection Route, zigzagant par les halles en reconstruction, où les bulldozers rugissent comme des bêtes affamées, escalier de la Samaritaine pour observer les reflets dans les miroirs des ascenseurs. Et pourtant, à 500 mètres derrière, la Vespa grise du sergent Leclerc suit, notant chaque arrêt, chaque hésitation. De retour à l'appartement, Victor démonte son poste radio à ondes courtes, caché dans le faux plafond, ajuste l'antenne dipôle pour un message codé à Moscou. Soupçon incohérence civile. Demande extraction urgente. Boîte 12, Vincennes. Il enregistre sur bande magnétique, voix déformée par un vocodeur artisanal, et à 14 heures, direction le bois de Vincennes, où les allées ombragées par les châtaigniers sentent la terre humide et le mystère. Parc de Vincennes, 15 heures, soleil filtrant à travers les feuilles en taches mouvantes qui dansent sur le sentier gravillonné, Victor s'assied sur un banc près du lac Daumesnil, attendant le brush-pass avec un courrier. Une jeune femme en jupe plissée qui doit effleurer son bras pour échanger la bande. Mais l'attente s'étire. 10 minutes, 20, les canards glougloutent ironiquement sur l'eau stagnante, et il sent un picotement à la nuque, ce 6e sens forgé à la Loubianca. Une Fiat 500 garée à 200 mètres, 2 hommes en civil fumant côte à côte, lunettes noires masquant leurs regards. Il se lève, fin d'admirer les signes, mais la Vespa apparaît au loin, ronronnant comme un prédateur. Panique contenue, il court presque vers la sortie, perdant la femme au passage. Non, elle n'était pas là. Annulation de sécurité? Et regagne Paris par le RER, sueur froide collant sa chemise à son dos, imaginant déjà les barbouzes du KGB l'abandonnant comme un pion sacrifié, car en guerre froide, les îles Galles sont des fantômes jetables. Soirée du 18 juin, 20 heures, Café Le Procope, boulevard Saint-Germain, où les serveurs en veston blanc naviguent entre les tables bondées d'étudiants maoïstes et de bourgeois attardés, et Victor rencontre son contact secondaire, un professeur d'histoire recyclé par le centre, pour un dead drop verbal. La pluie tombe sur Lisbonne. Code pour filature confirmée. Activer plan B. Mais au milieu de la conversation codée en métaphores œnologiques, ce Bordeaux 1962 manque de corps comme un millésime trafiqué. Le professeur hésite, jette un œil vers la vitre embuée où se reflète la silhouette d'un homme au téléphone public d'en face et murmure « Ils savent pour le foot. Lefebvre a parlé. DST en alerte. » Le mensonge du supermarché, cette broutille, a voyagé comme une étincelle dans la poudrière des indices civils. La caissière, fière de son mari ex-flic, a téléphoné à un cousin à la préfecture, et l'info a cascadé jusqu'à Moreau, qui maintenant croise les données. Duval n'a pas de cadastre en Alsace avant 1967. Pas de veuve enregistrée. Pas de fille à l'école. Victor paie l'addition d'une main tremblante, sort dans la nuit tiède où les phares balaient les trottoirs comme des projecteurs de la Stasi et rentre chez lui en taxi anonyme. Mais le chauffeur parle trop, commente la défaite de l'OM, ravivant le poison de l'incohérence. Nuit du 19 juin.
3 heures. Appartement rue des Martyrs, Victor démonte tout. Faux papiers brûlés dans l'évier, microfilms avalés avec un toast au fromage pour les détruire dans l'acide gastrique, radio fracassée à coups de talon. Il prépare le sac d'exfiltration, 50 000 francs en coupures usagées, passeport suédois sous le nom de Lars Svensson, billet TGV pour Bruxelles à 6 heures. Mais le téléphone sonne, anonyme, une voix synthétique. Restez. Centre ordonne attente. Soutien en route. Attente, encore. Le pire des supplices. Assis dans le noir. Cigarette consumée jusqu'au filtre brûlant ses lèvres. Écoutant les craquements de l'immeuble comme des pas discrets dans le couloir. À l'aube, il risque un œil par la lucarne. Fourgon bleu de la poste garé en double fil, 2 types en combinaison qui réparent un câble, posent de fil de laiton coaxial pour micro directionnel, il le sait. Paranoïa maximale, il sort par l'escalier de service, cour arrière puante les poubelles, saute le mur mitoyen, émerge rue Clignancourt en sueur. Direction Gare de l'Est. Gare de l'Est, 7h30, quai grouillant de voyageurs matinaux, odeur de croissant et de diesel, Victor achète son billet en liquide, monte dans le TGV. Compartiment fumeur, où un vieux en casquette lit l'humanité. Indique potentiel. Il s'isole, regarde défiler les banlieues grises par la vitre rayée, mais à chaque arrêt, son cœur s'arrête. À Pantin, un contrôleur scrute les passeports trop longtemps. À Villeparisis, une femme en tailleur note quelque chose dans un calepin. À 9 heures, alerte. Le train ralentit anormalement près de Lagny et 2 hommes en civil montent, badge DST planqué dans les poches. Victor bondit, change de wagon, descend en catastrophe à la station suivante, Noisy-le-Sec, court dans les rues ouvrières. Usine Renault, grondant comme des menaces industrielles, se fond dans un marché aux puces où les camelots hurlent leurs offres de montres suisses contrefaites. Midi, plan B activé, safe house à Bobigny, appartement HLM anonyme loué à un camionneur syndicaliste. Là, il attend, étouffé par les murs fins où percent les pleurs d'un bébé et les disputes conjugales, allumant la radio à fond pour masquer d'éventuels enregistreurs, France Inter crachote des nouvelles sur Nixon et Watergate, ironie amère pour un espion soviétique. Le contact arrive à 16 heures, un ouvrier bulgare naturalisé porte un cartable banal. Nouveau passeport, clé d'une 2CV rouge garée en sous-sol. Instruction pour la frontière belge via Lille, puis ferry Ostende Douvres sous couverture de touristes suédois. Le mensonge du foot a tout fait basculer, dit-il. Lefebvre a snowballé jusqu'au ministère. Ils ont tes plaques d'IMMAT, ton monoprix sur film de surveillance. Victor acquiesce, gorge nouée par la culpabilité, 7 ans de perfection, des secrets nucléaires transmis, des réseaux bâtis pierre à pierre, ruinés par un pénalty imaginaire en 1968. Nuit du 20 juin, autoroute A1, 2 CV filant à 90 km/h, sous une lune laiteuse, phares balayant les bas-côtés où guettent peut-être des barrages volants de la gendarmerie. Victor conduit, yeux rivés au rétroviseur, chaque paire de feux derrière une menace potentielle, radio diffusant du jazz diffus pour brouiller les scanners policiers. À Compiègne, pause essence forcée, pompe à manivelle grinçante, et il croit voir une silhouette familière. Le prof du Procope? Non, ombre paranoïaque. Reprise, l'île approche. 4 heures, ville endormie aux rues pavées luisantes de pluie fine, checkpoint frontalier à Mouscron fantôme à 7 heures. Passage sans heure, douanier belge somnolent tamponne le faux passeport et Victor respire enfin, traversant les Flandres plates vers Ostende, où le ferry attend comme un vaisseau fantôme dans le brouillard matinal. Ostende, 8 heures, 21 juin, quai venteux salé par la mer du Nord, Victor embarque parmi les familles en vacances, cabine exiguë
où il vomit son angoisse dans les toilettes en inox. Microfilm Pershing encore en poche, dernière livraison à un dead drop londonien. Traversée de 4 heures, mer du Nord houleuse claquant contre la coque, et dans la salle des machines imaginaires de son esprit, les engrenages du KGB tournent. Extraction réussie, ou piège MI6, double jeu avec la CIA. Douvres, 13 heures, Angleterre brumeuse, bus pour Londres, ou un safe house à Camden l'attend. Mais là, dans la cohue de Victoria Station, le filet se referme ailleurs. À Paris, Moreau frappe à la porte de l'appartement vide, trouve les cendres dans l'évier, active Interpol. Londres, 22 juin, 22 heures, pub The World's End à Chelsea. Victor dépose le microfilm sous une chope de Guinness lors d'un brush-pass avec un agent du GRU, irlandais naturalisé. Libéré, il marche dans la nuit pluvieuse. Big Ben sonnant minuit comme un glas, paranoïa inchangée. Un taxi Black Cab le file? Il rentre au safe house, s'effondre sur le lit moisi, fumant jusqu'à l'aube, hanté par le visage de Madame Lefebvre, cette civile innocente dont un ragot a déclenché l'avalanche. Extraction finale prévue. Avion pour Prague via Vienne, sous légende d'homme d'affaires nordique. Mais le 25 juin, Vienne, hôtel Sacher, suite luxueuse aux tapisseries fanées, Victor attend le contact final. Téléphone muet pendant des heures interminables. Room service qui toque trop doucement. Et dehors, la Stéphansdom gothique veillant comme un espion millénaire. Appel à 2 heures. Annulé. Retourné à Paris. Nouvelle légende prête. Suicide professionnel. Le mensonge persiste dans les fichiers DST, sa photo circulera des années, mais le KGB ne perd pas un atout. Il obéit, train pour Paris, franchissant à nouveau la frontière, ombre parmi les ombres. Retour rue des Martyrs, 28 juin, appartement réinvesti par un nouveau dormeur. Victor assigné à une planque de province, Loire-Atlantique, sous nom de Jacques Martin, pêcheur amateur. Mais la paranoïa ne s'efface pas. Chaque journal évoque des arrestations d'espions. Chaque supermarché ravive le fantôme de Lefebvre. Des mois passent. Automne 1974, hiver pluvieux où il fixe la mer depuis une ferme isolée. Radio crachotant les ondes de Moscou, attendant un ordre qui ne vient pas, rongé par le doute. Et si la DST avait tout? Famille à Kiev, épouse et fils qu'il n'a pas vus depuis 1967, collatéraux du mensonge fatal. Interrogatoire fantôme, dans sa tête, Moreau le coince en 1975, salle au mur nu du 36, néon bourdonnant. Racontez-moi cette finale de 1968, Duval, ou Lansky. Silence étiré, cigarette consumée, aveux qui ne viennent pas. Mais l'opération s'effondre intérieurement. Réseau démantelé, contacts arrêtés, le prof extradé à Moscou pour liquidation, l'ouvrier bulgare emprisonné à Fresnes. Victor, survivant brisé, transmet plus jamais, sa couverture parfaite noircie par une incohérence civile, la guerre froide continuant son lent broiement des âmes, dans le silence des stairwells vides et le bourdonnement éternel des lumières suspectes. Années plus tard, 1982, Victor, grisonnant sous son nouveau masque, lit dans un journal ouest-allemand la mort de Madame Lefebvre. Banale, d'une grippe. Mais il y voit la boucle bouclée, le mensonge qui hante encore, et dans la nuit de sa planque angevine, il écrase sa dernière gauloise, sachant que l'ordinaire est le plus grand piège, que chaque conversation est une mine, et que la perfection n'existe pas face à la mémoire d'une caissière. Le tic-tac reprend, inexorable, sous les plafonds bas où les ombres veillent toujours. Biaggiu, acte 2, 1984. Loire-Atlantique toujours, mais la ferme isolée vendue à un couple de Parisiens en quête d'authenticité. Victor, Jacques Martin pour les annuaires, migre vers Nantes, sous couvert d'un employé de chantier naval, à l'Écho, où les grues déchargent des sous-marins français sous l'œil distant des satellites soviétiques.
Ordre venu enfin, radio clandestine, code faucon migrateur. Réactivation pour une cible juteuse, un ingénieur de Décane, division construction navale, fuyant vers l'Est avec des plans de dissuasion nucléaire. Mission, extraction discrète ou liquidation si échec. Nantes grouille, ports huileux, bar à marins où l'alcool dissout les langues. Victor pose ses filets. Surveillance de Pierre Laurent, l'ingénieur, quarantenaire divorcé, routine prévisible, boulangerie rue de la Fosse, bureau quai de la Fosse, soirée solitaire au tripot, cave jazz enfumée. Contact avec un dormeur local, Maria, veuve portugaise blanchie en femme de ménage, qui glisse les premiers rapports. Il parle trop après 2 pastis, des regrets sur l'atome, des doutes sur l'OTAN. Mais la mémoire est une plaie ouverte. Juin 1984, supermarché Monoprix, rayon conserve. Une caissière aux yeux lasses scanne ses sardines. Pas Lefebvre, morte, mais une ressemblance. Un badge, Françoise. Et Victor sent le sol se dérober. Fuite instinctive, panier abandonné, cœur cognant comme en 1973. Paranoïa amplifiée. Journaux titrent sur Gordievski, le transfuge du MI6 qui vend les secrets du centre à Londres. Et si Laurent était un piège? Si la DST, avec ses ordinateurs Minitel naissants, reliait les points, photo de 1968, pêcheur sans passé, veine slave sous la peau gauloise. Rencontre nocturne, 15 juillet, entrepôt désaffecté près de la Loire. Maria arrive en retard, tremblante. Ils savent, Jacques. Un Bulgare a craqué à Lyon, non lâché. Victor serre les dents, plan B activé. Neutraliser Laurent avant l'exfil. Aube du 16, filature. Ingénieur en Peugeot 104, direction autoroute vers l'Est. Victor suit en 4L grise. Radio pirate diffusant Tchaïkovski pour masquer les ondes. Embuscade prévue au péage de Chevilly-Larvoisière. Freinage brusque, glissement, voiture de Laurent dans le fossé. Mais le destin ricane. Accident réel. Camionneur ivre. Collision en chaîne. Laurent éjecté, mort sur le coup, plan carbonisé dans l'incendie. Victor s'échappe, ombre dans la brume matinale, mais un témoin. Routier moustachu, qui note la plaque fantôme. Sirène hurle, gendarme fouille les débris noircis. Radio Moscou grésille ce soir. Mission accomplie, mais nettoyage requis. Hiver 1985, Victor rapatrié via Prague, interrogatoire au centre Loubianka. Colonel Grizzly, yeux de pierre, Duval, Lansky, Martin. Combien de masques encore? Ta famille attend, mais un faux pas. Et Kiev pleure. Aveux extraits, pas les siens, mais ceux d'un réseau effiloché. Libéré sous surveillance, mutation à Berlin-Est, où le mur craque déjà aux fissures. Retour en solo, 1986, Nantes fantôme. Maria arrêtée, disparue dans les geôles de Fleury-Mérogis. Victor lit Le Monde. Affaire Laurent, lien avec l'Est. Une photo floue, sa 4L carbonisée. Tic-tac accéléré, ombre plus longue. Dans un garni de la rue Kervegen, il démonte son Makarov, dernière gauloise aux lèvres, sachant que la guerre froide agonise. Mais les fantômes, eux, persistent. Une lettre arrive, postée de Kiev. Fils demande papa. Reviens. Le piège ultime, la chair contre la cause. Fin de l'acte 2, où le mur tombe-t-il avant lui? Acte 3. Fantôme sans mur printemps. 1987. Nantes, sous la pluie battante. Victor brûle la lettre de Kiev, mais les mots collent. Fils demande papa. Tic-tac infernal. Il démonte le Makarov une dernière fois, huile et regret. Plan C, filière polonaise, via Gdansk, cargo fantôme vers Odessa. Mais la DST renifle. Un indique au télégraphe nantais. Photo truquée dans Paris Match. L'homme de l'Est, 20 ans de traque. Nuit du 12 mai. Victor en Ford Taunus volé.
Direction Brest. Maria libérée? Rumeur de pots de vin soviétique, mais geôle française avale les âmes. Radio pirate. Perestroïka, Gorbatchev plie le fer. Le mur chancelle, mais Victor non. Embuscade au péage de Redon. Gyrophare, barrage. Fusillade éclair, 2 gendarmes au tapis. Victor blessé à l'épaule, sang slave sur bitume gaulois. Fuite dans les bois, traînant la tonus crevée. Été 1988, Berlin-Est planque sous les combles de Prenzlauer Berg. Victor rasé, passeport suédois. Lars Nilsson, pêcheur suédois sans veine slave. Rencontre avec le colonel Grizzly, promu au QG Stasi. Le mur craque, camarade. Tes masques? Duval est mort, Lansky en Floride, Martin recyclé à Moscou. Ta dette? Un dernier paquet. Tech nucléaire pour l'Iran. Ou Kiev pleure. Victor hésite, fils en photo jaunie. Glasnost gronde dehors, manifs au flambeau. Automne 1989, le choc. 9 novembre, mur pulvérisé à la masse. Victor, au checkpoint, Charlie, foule en liesse, Trabant en cavalcade. Il franchit, ouest en vertige, pub coca, putes en cuir, capitalisme carnassier. Téléphone anonyme, Maria vivante. Hôpital de Leipzig. Viens. Piège? Vérité. Il vole une Mercedes, direction Est, alors que l'Europe saigne ses barbelés. Climax, 15 novembre, hôpital fantôme sous la neige précoce. Maria, squelette aux yeux verts. Ils t'ont vendu, Victor. Bulgare, Stasi, même DST. Laurent n'était que l'appât. Portes claque, colonel Grizzly, escouade en K-Way. Dernier acte, traître. Famille ou cause? Fusillade dans les couloirs blancs. Victor abat le Grizzly. Maria prend une balle pour lui. Reviens. Pour lui, souffle-t-elle. Photo du fils glissant de sa main. Fuite finale. Victor porte le corps vers la Mercedes. Sirènes et Ouest fusionnent. Aube sur l'Elbe. Il enterre Maria sous un chêne anonyme. Kiev? Un billet d'Aéroflot. Mais le Makarov vide contre la tempe. Non. Il roule ouest, vers l'Atlantique. Pêcheur sans passé. Le Monde titre « Fin de l'espionnage? Fantômes errants ». Radio Moscou, dernier grésillement. Mission close. Mais Victor allume une gauloise, ombre dans le rétroviseur. Guerre froide morte, mais les veines slaves persistent. Fils attendra. Fin.